Et ben Dabra, t'auras jamais été aussi imposant dans Dragon Ball. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyville. Disney a créé un tas de courts-métrages d'animation depuis son existence et aujourd'hui nous allons lister les meilleurs selon moi. Voilà. C'était très court comme introduction mais c'est plutôt approprié. En avant! Numéro 10, Mickey perd la tête. Je vous le confesse, je n'ai pas suivi tous les cartoons autour de Mickey ou Donald. Il en existe une belle flopée et à chaque fois j'ai le sentiment clair qu'on trouve des excuses un peu trop forcées pour les mettre dans des situations faux folles. Ce cartoon-là ne déroge pas à la règle, mais dans son genre il est particulièrement palpitant. Alors qu'il joue à un jeu de baston Disney... Où est-ce qu'on peut l'avoir ce jeu ? Mickey se voit mettre le dos au mur par Minnie et se retrouve à jouer le cobaye pour une expérience très douteuse menée par un savant fou interprété par Richard Darbois. Docteur Francanoli, à votre service. Vous êtes venu pour l'annonce. Wow, avec un doubleur pareil, ce doit être un personnage très important. Il meurt au bout d'une minute. Ok. C'est une histoire simili-horrifique extraordinairement fun et on sent que les créateurs s'y sont donnés à cœur joie. Les événements s'enchaînent sans temps mort avec une excellente dose de gags et d'action. Je regrette que ce soit un peu trop court et que Minnie s'illustre surtout en tant que damoiselle en détresse. Même si je reconnais que ça a été son truc pendant très longtemps, ça reste une montée d'adrénaline particulièrement jouissive le peu de temps que ça dure. Ah, le nombre de fois que j'ai rêvé qu'une femme me dise ça. Numéro 9, Presto. On m'a plusieurs fois demandé quel était mon problème avec l'humour cartoon. Je ne le déteste pas en soi, mais il faut que ce soit bien exploité. Pour moi, un humour cartoonesque se doit d'être réactif et de s'inscrire dans une histoire qui s'y prête, sinon ça fait tout simplement tâche. Je suis désolé de ne pas être ému aux larmes en voyant le destin tragique d'un éléphanteau et sa mère quand en même temps vous montrez des stéréotypes d'animaux bébêtes. Un cartoon est fait pour être léger et vif, et c'est pour ça que j'aime très sincèrement Presto. Un court-métrage qui se centre sur un magicien et son lapin qui savent faire de la vraie magie. D'ailleurs mec, une petite question, pourquoi tu caches le deuxième chapeau, spectateur? Ça les épaterait tout autant de voir que tu téléportes la matière d'un récipient à un autre. Ou bien tu veux garder secret le fait que tu l'as piqué au sorcier Gensid? Il n'y a aucune intrigue profonde, aucun drame intense, ce sont juste les phrases qu'entre un magicien et son assistant poilu récalcitrant. Et elles sont très bien faites. Le timing est impeccable, la créativité des gags et les réactions des personnages sont transmis avec une vraie fluidité, on prend vraiment son pied durant ces 4 minutes de fou rire. Avec une conclusion gentillette très propre à Disney qui n'est pas de refus dans ce cadre. Si vous voulez juste me faire passer un bon moment quelques minutes, c'est le genre de petit spectacle à me montrer. Numéro 8, l'homme orchestre. Dans le même ordre d'idées, on a une autre histoire qui joue plus sur l'intensité du moment que sur la profondeur de l'intrigue. On suit le musicien de rue qui se dispute la pièce d'une petite fille. Je me demande un peu pourquoi ils insistent à ce point pour une piécette, vu tout l'argent qu'ils doivent avoir dépensé dans leur quincaillerie. C'est un investissement à long terme, je suis sûr que j'aurai remboursé mon prêt pour cet achat d'ici 20 ans. Et les intérêts d'ici 10 ans de plus. Et on s'en fiche un peu de ça. Ce qui est intéressant, ce sont toutes les petites prouesses visuelles et musicales que cette situation amène. Vers la fin, le court-métrage arrive parfaitement à donner cette impression de cacophonie sans que ça ne perturbe l'oreille. De tous les courts-métrages Disney que j'ai vus, c'est l'un de ceux qui ont le meilleur travail sur le son. Et ça se termine sur une note certes un tantinet forcée mais rigolote où la petite fille est un peu une garce. Tu sais que c'est grâce à eux que tu as eu toutes ces pièces à la fin. Tu pourrais être un peu moins ingrate que ça. Mais ça reste une expérience pour les sens, certes courte, mais savoureuse. Là aussi, si une femme pouvait me dire ça un jour... Numéro 7, Pepperman, le nouveau justicier Marvel qui intégrera le groupe des nouveaux héros. Plus sérieusement, ça raconte la rencontre entre un homme et une femme, du jamais vu, alors que ce premier essaye de communiquer par avion en papier.
Vous savez, on dépeint son patron comme un espèce de connard sans cœur, mais je le trouve personnellement plutôt conciliant de ne faire que quelques remontrances envers son employé qui ne travaille pas et qui gaspille le papier du bureau, hein. Mais au bout d'un moment, les avions en papier prennent vie. Magie de la mûre! Ou bien ce type est réellement un super-héros et font tout ce qui est en leur pouvoir pour réunir nos amoureux. Ce court-métrage est mignon tout plein. Il est difficile de ne pas être pris dans les expressions et les aspirations simples de nos deux protagonistes. La mise en scène, avec cette musique douce en fond couplée à ce style graphique très lisse et épuré, est très prenante et on ne voit pas les 6 minutes passer. En plus de ça, j'apprécie le détail des réactions des personnages à côté, en particulier le collègue de travail qui me fait toujours craquer un sourire. Ça n'aide peut-être pas à défendre la cause du recyclage, mais c'est un moment sincèrement touchant. Par contre, le papier qui prend vie, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas d'âme dans ces machins plats et stupides. Numéro 6, Le Prince et le Pauvre. Suite au succès de leur adaptation d'un roman célèbre avec Mickey et ses amis, Disney a décidé de refaire le coup. Et rebelote. L'histoire de deux sosies qui vivent comme par hasard pas très loin l'un de l'autre et qui décident d'échanger leur place n'a pas tout à fait le même poids que leur première adaptation de roman, mais elle reste traitée avec une efficacité très notable. Les enjeux prennent pile assez de temps pour être instaurés efficacement, et plus que Mickey le Pauvre, c'est plutôt le prince, à qui on ne donne pas de nom. Si vous voulez pas prendre la peine, je veux bien le faire pour vous. C'est plutôt Charles qui a un arc de personnage assez prenant dans sa découverte du monde au-delà des portes du château et dans ses responsabilités qu'il apprend à assumer à la dure. Si le film de 24 minutes a un ton majoritairement léger, il ne fuit pas les moments dramatiques forts et l'action de fin est assez palpitante. Les personnages sont tous assez marquants. J'aime particulièrement le précepteur qui a un ton qui me fait délirer à chaque fois. Tous les triangles ont 3 côtés. L'aire d'un triangle est égal au demi-produit de sa base par sa hauteur. Je prends du Lexomil chaque matin. Ce n'est pas sans faille, cela dit, Mickey fait un peu trop victime comparé à Charles, certains gags sont un peu ratés, on reprend un peu facilement des musiques du domaine public et le chant de Mickey est disons, perfectible. Arrête ça! Mais ça n'en est pas moins une vraie aventure palpitante qui vaut le coup d'œil. Numéro 5, notre ami le rat. Quand on fait des vidéos pour éduquer le grand public, l'un des défis à relever est de savoir équilibrer entre l'information et le divertissement. C'était très astucieux d'exploiter le héros de Ratatouille pour disculper les rats de certaines préconceptions, car non seulement ça donne au public une figure connue pour les agripper, mais surtout ça colle complètement au dilemme de Rémi quant à son problème d'intégration dans le film. Le concept d'éduquer en cassant les idées reçues est très accrocheur en soi, et ça ne devient davantage quand le personnage qui nous éduque est parfait pour le rôle. Et c'est un vrai bonheur de retrouver les voix du film, notamment Pierre-François Martin Laval, qui a un statut de célébrité pas forcément disponible pour ce genre de produits dérivés. Les rats doivent se mobiliser. Mais tu disais qu'on chanterait quelque chose, qu'on raconterait des blagues. Il a jamais été question de faire une conférence. Il y a de nombreux faits très intéressants autour des rats, historiques comme scientifiques, accompagnés de nombreux gags et remarques piquantes qui pimentent pas mal le visionnage. J'aime particulièrement l'analyse rapide des animaux de compagnie. Le chien, le meilleur ami de l'homme, se sent inférieur à lui. Le chat se considère comme supérieur à lui. Tellement véridique. Et quand on a l'esprit mal tourné comme moi, on peut même se marrer de certaines tournures. Extrêmement souple, nous pouvons nous glisser dans n'importe quel trou du moment que la tête passe. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente petite mine d'informations autour des rats qui se lie très bien au film. Vivement qu'on fasse pareil pour les requins. Numéro 4, la Luna. Sur le papier, ce truc devrait me laisser complètement de marbre. On a une famille sur une barque, je ne sais où, qui vient nettoyer une lune des débris d'étoiles qui lui sont tombés dessus. D'accord. Et comme c'est magique tout ça, je ne demanderai pas comment une grosse étoile arrive à se casser en plusieurs petites de même forme, ni dans quelle poche dimensionnelle ils ont réussi à caser leur échelle de 30 mètres. À moins que ce soit un aperçu des coulisses de Mario Galaxy, pour moi cet univers n'a pas beaucoup de sens. Et pourtant, j'adore ce court-métrage.
Bien entendu dans la créativité visuelle, ne serait-ce que dans les designs bien mémorables de nos 3 personnages, mais surtout ce qui me plaît le plus, c'est le message sur les différentes générations. Le dernier de la famille essaye de suivre l'exemple de ses aînés, mais se rend compte de leurs divergences et au bout d'un moment, il finit par trouver sa façon bien à lui. Toutes ces illustrations sur le conflit des générations et le fait de savoir s'inspirer des autres tout en trouvant sa propre voix sont très efficacement rendues dans les interactions qu'on voit au fil de ces 5 minutes. Et assez bizarrement, cet univers sans queue ni tête arrive à appuyer davantage ce message par son ton très doux et hors du temps. C'est une expérience très simple dans son intention, mais qui l'illustre de façon tellement sublime que je ne peux pas m'empêcher d'être émerveillé à chaque fois. Numéro 3, le Noël de Mickey. Il était un peu évident celui-là. L'histoire d'Ebenezer Scrooge, un pingre qui changera sa vision de Noël suite à la visite de 3 fantômes qui lui montreront ses présents passés et futurs, est connue de tous. Et elle est parfaitement retranscrite dans cette version qui a su quoi enlever et quoi garder pour bien faire passer le message en 24 minutes. Je ressens autant d'émotions dans ce court-métrage que dans la plupart des autres versions qui s'étendent sur 1h30, et c'est un sacré tour de force à souligner. Le fait que ce soit des célébrités Disney qui jouent les rôles ne leur sert pas d'excuse pour édulcorer à outrance les moments durs du roman de Dickens. D'ailleurs, les rôles sont très bien distribués, tant chaque acteur correspond au personnage qu'il incarne, Picsou en tête qui colle à la perfection au personnage d'Ebenezer Scrooge. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Scrooge McDuck à la base. Il y a néanmoins un petit hic à ce niveau-là. Vous me reconnaissez, c'est moi. J'étais votre associé, Jacob Marley. Ouais, si je devais reprocher une chose à ce film, en dehors de la traduction française pourrie de son titre, ce serait ce choix de casting. Lorsque j'étais vivant, je grugeais les veuves et escroquais les pauvres. Vous connaissiez les ruses du métier. Oh, Jacob, quelle classe vous aviez. Oui, ça correspond totalement à Dingo, ça. Et en essayant de justifier leur choix, ils lui donnent ce gimmick à la con. Attention à la première. Marche. Oh ben maintenant ça passe nickel. Vous auriez pas pu prendre quelqu'un comme Gripsou, ça aurait 100 fois plus correspondu au rôle. Mais en dehors de cette tâche-là, le court-métrage est brillamment interprété et a son lot de moments tristes, intenses et une conclusion qui vous met le baume au cœur. Comme toute adaptation d'un chant de Noël se doit de le faire. Numéro 2, Toy Story Angoisse au motel. Ça, c'est le genre de suite à Toy Story 3 que j'apprécie de voir. Pitié, faites que ce soit pas nul. Suite à certaines circonstances, nos jouets se retrouvent dans un motel suspect et petit à petit, ils disparaissent les uns après les autres. C'est une réappropriation des codes du film d'horreur très intéressante. La mise en scène est plutôt flippante et suit le déroulé d'un film d'horreur lambda au début. D'ailleurs, notre ami Hérisson ne se prive pas de nous le rappeler sans arrêt. Le motel de campagne est l'un des plus courants décors de films d'horreur. Éloigné, isolé. Tu ne nous aides pas. J'ai seulement dit qu'il était très courant dans ce genre de film qu'un jeune homme inconscient s'éloigne et disparaisse. C'est la partie de l'histoire où les personnages sont séparés. On avait vu du con, ferme-la. Je ne comprends pas ce choix. Tu ne fais que gonfler les gens qui connaissent déjà ces ficelles et gâcher la découverte à ceux qui ne les connaissent pas. Ça, c'est le petit élément qui m'a gavé. C'était une décision de con. N'empêche qu'en dehors de ça, la mise en scène horrifique est très efficace et reprend bien les codes du genre sans les édulcorer tant que ça. Bien entendu, il n'y a aucune effusion de sang, mais l'ambiance pesante est bien là. Et c'est là qu'ils se montrent très astucieux avec leur mystère horrifique, ils y répondent en milieu de film. Ouais, au bout de 10 minutes, tout est révélé et l'histoire part sur une intrigue au ton très différent que je ne vous dévoilerai pas. J'ai toujours une grande estime pour ces œuvres qui osent changer drastiquement de ton en cours de route, et quand c'est bien fait, ça peut donner certaines des œuvres les plus marquantes. C'est le cas ici où la transition se fait très naturellement et où l'intrigue continue de nous tenir en haleine de façon différente. Ce qui vend le plus ce court-métrage, c'est Jessie. Elle est la star de cette histoire et elle la porte avec brio. Les épreuves qu'elle doit surmonter nous font sincèrement nous inquiéter pour elle et font joliment écho à son arc dans Toy Story 2. C'est un excellent complément à la trilogie. Il y a eu un autre court-métrage Toy Story, mais il n'était pas tout à fait du même niveau. Tu ne ressembles pas à nos femelles. Ouais. Et le plus grand court-métrage animé Disney existant est La petite fille aux allumettes.
Ça va être dur de rester contenu là. Dans la forme, cette œuvre illustre avec un vrai sens artistique le conte d'Andersen sur une petite fille qui vend des allumettes et qui les use peu à peu pour supporter le froid. Ce court-métrage me fout en l'air à chaque fois. Il était au départ prévu pour faire partie d'une seconde suite à Fantasia, mais comme pour le premier film, Fantasia 2000 n'a pas su engranger assez pour confirmer ce troisième film. Mais bon, gardons espoir, peut-être qu'un jour ils se forceront à faire un Fantasia 2050. Et artistiquement, la petite fille aux allumettes a largement sa place dans un Fantasia. L'émotion est palpable dans la mise en scène et le jeu des couleurs alors qu'on observe cette pauvre enfant s'aider de plus en plus dans cette horrible situation. Et le plan final est juste arrache-cœur. C'est une de ces œuvres où je n'ai pas grand-chose à dire à part il faut voir ça par soi-même. Vous aurez sans doute remarqué que la moitié de mes choix sont des courts-métrages sans parole. Ce n'est pas pour rien. L'absence de dialogue permet de se focaliser davantage sur les émotions des personnages et l'ambiance sans forcément chercher à partir sur un scénario fouillé. Ça peut relativement vite commencer à lasser et c'est pour ça que ça s'applique à merveille au court-métrage. Ici particulièrement, l'absence de parole ne fait qu'exacerber les émotions qu'on veut transmettre et c'est une illustration édifiante de l'adage « Le silence est d'or ». Ce dessin animé est disponible au public sur Allociné et je vous le conseille chaudement. Et on ne s'éloignera pas tant que ça du court-métrage la prochaine fois, vu qu'on observera ce qui se passe quand Disney ne se décide pas complètement à faire un vrai long-métrage. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Vous pouvez m'expliquer la logique de mettre un one-shot sur un gamin qui veut devenir apprenti magicien dans un manga qui s'appelle Noritaka, le roi de la baston ?